Je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui ou pas, Oui. peut-être aujourd'hui, peut-être. Le week-end dernier, voilà, jeudi ou vendredi. Puis On va parler dans une seconde de cette histoire absolument extraordinaire avec le viol, l'affaire dite du viol de Mazan, le procès de Dominique P qui s'est ouvert hier à Avignon dans le Vaucluse. Cette histoire est absolument effrayante. Simplement, personne ne connaît M. Baudet. Non. Personne. Non. Alors je voulais vous proposer de l'écouter, Monsieur Baudet. Et j'allais dire à quoi on a échappé. C'est pas très gentil ce que je dis là. Mais il est donc le président du... Rose sur le Baudet. Oui, c'est eux. Quelque chose qui ne sert absolument à rien. Oui. Ah si, ça a servi à Georgette Lemaire. Écoutez, Oui, laissons Georgette Lemaire. Alors Georgette Lemaire, tout le monde ne s'en souvient pas. C'était elle a été nommée par François une chanteuse. Mitterrand. Voilà. Nommée par François C'est Mitterrand. vraiment un fromage de la République. Ça coûte 50 millions d'euros. Bon, on dirait que c'est pas grave. Ça sert à remplacer le peuple par la société civile. Non, mais ça sert à rien. C'est insupportable. De Gaulle voulait le supprimer et ça fait partie. Et les Français n'ont pas voulu. Oui. Oui, enfin les Français en 69, il faudrait demander aux Français s'ils veulent, ils savent même pas que ça existe. Non, donc, ils savent pas que ça existe. C'est comme le SIG, ils savent même pas que ça existe. Mais c'est l'argent public. Vous avez bien fait de parler. Bon, écoutez, découvrez Monsieur Baudet, qui a failli être notre Premier ministre. Oui. Écoutez-le. Le nouveau CESE vient d'être installé il y a un peu plus d'un mois pour une mandature de 5 années. Et j'aurai le plaisir de compter à mes côtés la FEPEM, puisqu'après les 2 mandats exercés par Marie-Béatrice, la FEPEM fait dorénavant partie intégrante des organisations désignées pour siéger au CESE. Et j'aurai plaisir à travailler avec votre délégué général, Pierre-Olivier Ruchenstein. Nous avons envie d'être des acteurs de la nécessaire revivification de notre démocratie à travers nos travaux, les travaux du CESE. Encore une fois, l'économie sociale devra jouer un rôle important dans les travaux du CESE. Et puis nous associerons aussi les citoyens qui le souhaiteront à travers la participation du public à nos travaux. Le nouveau CESE va s'attacher à combiner, à hybrider démocratie représentative et démocratie participative pour essayer de proposer à notre pays des voies de passage, des solutions partagées sur des sujets complexes. Et encore une fois, je suis très heureux de pouvoir le faire avec le concours et la participation de la FEPEM au sein de notre Assemblée. Voilà. C'est pas sérieux. Non, mais je vous le dis vraiment, c'est pas sérieux d'imaginer un Premier ministre. J'ai rien contre ce monsieur. Non, j'ai rien. parce que... Non, mais j'ai rien contre lui. Mais chacun a une place dans la vie. Faire de la politique, c'est parler aux gens. Voilà. C'est parler au peuple. C'est faire apporter un souffle, avoir un peu de charisme, avoir une expérience aussi. Tout ça s'apprend. J'ai rien. C'est pour ça que j'ai pas rien contre M. Baudet. Tout ça s'apprend. Mais tout ça est une farce aussi. Tout ça, c'est une farce. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron teste des noms comme ça en les faisant fuiter dans la presse pour voir la réaction de son propre camp. Donc là, pas de chance, il était contre la loi immigration et la réforme des retraites. Les deux lois qu'Emmanuel Macron a réussi à faire passer depuis le début de sa réélection. Oui. Donc si vous enlevez ça, en fait, il reste plus rien du quinquennat. Donc c'est pour ça que ce nom s'évapore aussi rapidement qu'il est apparu. Mais ça ressemble à une farce, c'est grotesque. Ça devient grotesque en fait, la séquence. Du jargon du jeu. Enfin, je sais pas. Moi, Parmi les ballons d'essai terrifiants auxquels on a eu le droit hier, il n'y avait pas que le nom de Thierry Baudet, il y a aussi le nom du DIRCAP qui a été évoqué, à savoir Bertrand Gaume, qui est peut-être un haut fonctionnaire, un préfet des Hauts-de-France tout à fait respectable, mais qui était quand même le directeur de cabinet de Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem. C'est une insulte terrible aux professeurs en cette rentrée scolaire quand on se souvient de leur bilan. En tout cas, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense que M. Baudet a été écarté, mais bon, Emmanuel Macron, on n'est jamais sûr de rien. Mais effectivement, vous imaginez, après 50 jours, sortir du chapeau quelqu'un qui... Mais il est écarté, il plaît ni à la droite ni à la gauche. Il ne plaît pas à la droite parce qu'il est de gauche, et il ne plaît pas à la gauge parce que c'est pas Lucie Castet. Donc. M. Baudet devrait pouvoir remettre d'équerre la Macronie. Bon. Il y a un jeu de mots. Oui, il y a sûrement un jeu de mots, mais... Baudet d'équerre. Mazan, cette histoire de Mazan, et bonjour Noémie Schulz, merci d'être avec nous. Cette histoire est extraordinaire, vraiment dans tous les sens du terme, elle est absolument sidérante. Je voudrais qu'on voit l'image d'abord de celle qui a été la victime et saluer son courage. Oui. Voilà, c'est cette femme, c'est cette courage qui a refusé le huis clos, qui veut que cette histoire soit médiatisée, que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé. Elle a été violée, ou elle... Alors,
sais pas si je peux le dire comme ça, puisque c'est... Vu ce que les enquêteurs ont retrouvé dans les vidéos, comme vidéo, oui, on peut dire que cette femme a été violée des dizaines de fois. Voilà, donc on ne va pas dire présumé violeur. Et donc cette femme, hier, le procès s'est ouvert. Dominique P, il s'est ouvert à Avignon, dans le Vaucluse. Son nom, l'AFP a choisi de ne pas le donner, mais elle dit, c'est Gisèle Pellico et son mari Dominique Pellico, elle a dit qu'elle souhaitait que le nom soit donné aussi. Eh bien, très bien. Gisèle Pellico, c'est cette dame que vous voyez avec des lunettes de soleil. Et regardez les hommes, non pas celui-là sans doute, mais les hommes qui ont été filmés de dos et qui sont les présumés. Qui sont les suspects. Voilà, qui sont on va dire pour le moment, les suspects. Et vous allez voir ces hommes qui regardent leurs chaussures, qui effectivement ont sans doute pas envie que leur visage soit médiatisé, et qui effectivement, ces images ont frappé hier l'opinion, parce que d'abord je voudrais que vous nous racontiez, que vous nous disiez, Noémie Schulz, ce qui va se passer à Avignon, et ce procès, en quoi est-il hors norme? Il est totalement hors norme parce que jusqu'à la fin du mois de décembre, 51 hommes sont jugés pour des viols sur cette femme, Gisèle Pellico. Un procès qui va durer 4 mois, qui se déroule devant une cour criminelle, c'est-à-dire que ce sont des magistrats professionnels, 5 juges professionnels qui vont juger. Pourquoi aussi longtemps? Eh bien parce que vous avez, encore une fois, j'ai jamais vu un procès avec 51 accusés. C'est vraiment quelque chose de rarissime. D'ailleurs, ça a demandé une organisation assez complexe. Et ces hommes qui sont de milieux sociaux très variés, vous avez un surveillant de prison, un artisan, un maçon, un journaliste, un pompier... Eh bien, ces hommes sont tous renvoyés devant cette cour criminelle pour avoir violé Gisèle Pellico alors qu'elle était totalement inconsciente. La nuit, ils échangeaient via le réseau Coco, qui a été fermé cet été, dont on a parlé. Ils rentraient en contact avec Dominique Pellico, le mari de Gisèle Pellico. Ça s'appelait À son insu. Et ces hommes venaient pour avoir des relations sexuelles avec cette femme parfaitement inconsciente. Elle était droguée au Temesta, elle était dans un état proche du coma. Ils avaient des relations sexuelles avec elle. C'était filmé par Dominique Pellico, qui a tout gardé dans son téléphone. Et c'est comme ça, je vous le raconterai, qu'on a fini par découvrir les faits. Sinon, on n'aurait sans doute jamais rien su. Il y avait des règles très strictes qui étaient édictées par Dominique Pellico. Il fallait que les hommes se déshabillent dans la cuisine pour être sûr de ne pas oublier de vêtements dans la chambre à coucher. Il fallait qu'ils réchauffent leurs mains pour ne pas avoir les mains froides sur Gisèle Pellico, pour ne pas risquer de la réveiller. Il ne fallait pas sentir le tabac. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont à l'encontre de ce que ces hommes disent. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'ils pensaient que c'était un jeu de couple, qu'elle faisait semblant de dormir, qu'en tout cas il y avait un accord au sein de ce couple. C'est assez peu crédible quand on voit encore une fois les consignes qui étaient données à ces hommes. Ils ne payaient pas. Il n'y avait pas de contrepartie financière, c'était pour satisfaire, je ne sais pas comment qualifier la perversité de Dominique Pellico. Et ça a duré pendant des années, pendant 9 ans. Et on n'aurait sans doute jamais rien su si Dominique Pellico n'avait pas été arrêté par hasard en septembre 2020 dans un supermarché en train de filmer sous les jupes des clientes. Et là, les enquêteurs vont l'interpeller, prendre son téléphone portable, son ordinateur, et là découvrir un dossier qui s'appelle Abus, et dans lequel il y avait des centaines de vidéos, au moins 92 viols répertoriés, 83 agresseurs identifiés, mais au final 51 seulement renvoyés devant la cour criminelle, puisqu'une vingtaine n'ont pas pu être identifiés, on n'a pas pu poser de nom sur une vingtaine d'entre eux. Alors on est vraiment au tréfonds de l'âme humaine. Ce que vous dites est sidérant. Sidérant, et ces personnes qui sont accusées c'est monsieur tout le monde, si je comprends bien. Absolument, souvent pas de casier judiciaire, comme on dit, des bons pères de famille, c'est des personnes en couple avec des enfants, et qui eux-mêmes, visiblement, n'ont pas le sentiment qu'ils avaient commis une infraction, mais ça révèle quelque chose du sentiment de toute puissance, puisqu'encore une fois, ils assouvissaient des désirs sexuels sur une femme inconsciente. Bon, on va écouter les avocats de la défense et puis également des parties civiles, mais cette femme, Gisèle Pellico, elle était droguée. Comment quand elle se réveillait le lendemain, elle avait complètement oublié ce qui s'était passé. Elle n'avait aucune conscience. Qu'est-ce qu'elle a rapporté? Elle n'a
aucun souvenir, et c'est d'ailleurs ce qui inquiète ses proches et ses avocats. Elle va découvrir lors de ce procès ce qui lui est arrivé. Alors sans doute que déjà dans la phase d'instruction, a-t-elle peut-être visionné, mais les vidéos vont être diffusées à ce procès, ce qui a fait d'ailleurs que le parquet avait demandé le huis clos, estimant que notamment pour préserver Gisèle Pelicot, elle a dit la honte doit changer de camp, je veux que ça soit public. Elle a changé d'avis pendant tous ces derniers mois. On pensait que le procès se déroulerait à huis clos, et cet été, notamment convaincue par ses enfants, elle a décidé la publicité des débats. Mais il y a un risque, et peut-être après, de décompensation assez fort, puisqu'elle va découvrir ce qui lui est arrivé. Elle ne le sait pas, elle était très lourdement droguée, elle se réveillait elle était dans un état un peu cotonneux, mais elle n'a jamais imaginé ce qui se passait. On rappelle 40 ans de vie commune avec son mari. Et ce couple a des enfants. 3 enfants. Donc on est dans le tréfonds de l'âme humaine. Vous imaginez ces 3 enfants, le rapport qu'ils peuvent... Dont une des filles, Caroline Darian, a écrit un livre. Et Caroline Darian elle-même a découvert des vidéos d'elle dénudée. Donc elle se demande si elle-même n'a pas été abusée par son père. Je trouve que cette histoire est sidérante dans la société française, et c'est pourquoi j'ai voulu que vous soyez là ce matin. Alors on va écouter d'abord l'avocat de l'accusé. Cette avocate, c'est Béatrice Zavaro, monsieur Dominique... du principal accusé. Du principal accusé. Il comparait en détention... Il comparait détenu, ils sont 17 à comparaître détenus, et les autres comparaissent libres. Donc écoutez Béatrice Zavaro, que dit-elle et comment défendre cet homme? C'est le premier contact avec la famille, un premier contact visuel en tout cas avec la famille et les proches. Voilà, donc il était au fond de son siège et il attendait patiemment, mais la salle d'audience est faite de telle sorte que il y a un face-à-face entre les deux parties. Mais bon, pour l'instant, j'ai senti, en tout cas moi qui le connais maintenant un petit peu depuis assez longtemps, une vraie émotion. Il sera dans la conduite qu'il a eue jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qu'il a déclaré dès la garde à vue, dès qu'il a été interpellé, la reconnaissance des faits dans leur intégralité, sans chercher à se disculper ou à minimiser. Donc voilà, ça c'est son état d'esprit et c'est la ligne de conduite qu'il aura sur ces 4 mois. Alors un autre avocat qui défend cette fois 4 accusés. Il s'appelle Louis-Alain Lemaire et visiblement il reprend ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ces autres accusés disent on pensait que c'était un couple échangiste. Ils disent on a été manipulés en quelque sorte par Dominique Pelicot. Bon, écoutons cet avocat. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, que j'espère qu'il va y avoir de la sérénité dans les débats, parce qu'il y a un peu d'une ambiance électrique et c'est un peu inquiétant. Et ce dossier a toujours été relativement suivi avec sérénité. Et j'espère que la sérénité va rester dans ces débats, qui sont très longs, ça va durer 4 mois. Mais j'ai confiance dans la justice. Et je crois que c'est un peu le profil de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont tous sauf des violeurs. Et ils se sont retrouvés là, dans des circonstances particulières, comme ayant pensé rencontrer un couple échangiste. 92 faits ont été comptabilisés, dont les premiers remontent à 2011, Noémie Schulz, en région parisienne, avant le déménagement du couple à Mazan en 2013, dans le Vaucluse, et qui se sont ensuite poursuivis jusqu'à l'automne 2020. Ça a duré 9 ans. Et l'instruction a commencé quand ? Au moment quand il a été interpellé dans ce supermarché, très rapidement. Donc vous voyez, on est 4 ans après la découverte des faits. Ce qui m'étonne, c'est que je fais un parallèle, même si les faits ne sont pas les mêmes, avec l'affaire Outreau. Il y avait eu beaucoup de papiers sur l'affaire Outreau au moment, avant même l'instruction. Et là, c'est une affaire qui a été assez peu, me semble-t-il, médiatisée. On en a parlé, et notamment parce que Caroline Darian, une des filles du couple, a écrit un livre qui est sorti il y a 2 ans. Enfin, moi, par exemple, en tant que chroniqueuse judiciaire, c'est une affaire... Mais on en a peu parlé à l'époque, me semble-t-il, au moment des faits. Alors... Par rapport à d'autres affaires, oui, mais sans bon, doute. Mais quand même, ça avait été un peu médiatisé. L'avocat de la partie civile cette fois-ci, il s'appelle Stéphane Babonneau et donc c'est l'avocat de Gisèle et de ses enfants. Pelicot. Écoutons-le. Évidemment, le fait de revoir son ex-époux était un moment, mais je pense pour toute la famille, un moment qui était un moment d'appréhension. Mais aujourd'hui, ce procès maintenant commence et il faut avancer. À travers cette ouverture de la salle d'audience au public, elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé, afin que
des faits comme cela ne se reproduisent plus jamais. Elle estime également, même si oui, il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de viols et de faits graves le ressentent. Et c'est aussi une manière pour elle de dire qu'on peut surmonter cette épreuve, même si c'est juste le début aujourd'hui, et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Vous savez, quand une affaire comme cela arrive, je me dis, c'est presque un hasard. Totalement. Qu'on apprend ça. Et peut-être y a-t-il des milliers d'affaires comme ça en France. Peut-être. Ou des centaines, peut-être. Peut-être. Vous savez, parce que quand on arrive à ce tréfonds de l'âme humaine, peut-être que ce n'est pas simplement des faits isolés. Et si cet homme n'avait pas filmé, on ne l'aurait jamais su. Alors je pense qu'un mari qui drogue sa femme et qui la jette en pâture à des dizaines d'hommes, c'est sans doute pas des milliers en France. Oui. En revanche, ce procès est aussi, et c'est ce que veut faire la famille, médiatiser la question de la soumission chimique. Et cette question qui est que certains hommes s'octroient le droit d'administrer des substances à des femmes pour pouvoir abuser d'elles, en tout cas... avoir un ascendant physique, ça c'est une réalité. Alors on a beaucoup parlé des drogues, on dit beaucoup aux femmes, faites attention quand vous sortez, ne perdez jamais votre verre de vue, c'est une réalité, mais ça arrive aussi dans des couples, il arrive que des hommes droguent leur compagne, leur femme, pour pouvoir ensuite avoir des relations sexuelles avec elles. Et c'est évidemment totalement interdit. Dernier, oui. J'ai une question de béotien, mais qui est peut-être choquante. Comment cette femme n'a-t-elle pas pu se rendre compte qu'elle était droguée pendant, vous dites, 9 ans. Je n'arrive pas à le comprendre. Alors, il lui administrait le Temesta au moment du dîner, visiblement. Ça l'assommait, elle s'endormait. Je crois que... Alors, ça sera bien sûr... Le procès va notamment essayer de lever la lumière là-dessus. Elle se réveillait, elle était très fatiguée, elle se réveillait dans un état un peu comateux. Je crois qu'elle a consulté des médecins, mais jamais personne n'a pensé à aller vérifier, à faire notamment une analyse pour vérifier de la présence de ce type de drogue. Le rythme, c'est pas tous les soirs. Non. C'était ça se passe donc sur 9 ans. Sur 9 ans, oui. Bon, et c'est peut-être... Alors, les gens qui venaient, je ne sais pas à quelle fréquence, son mari lui-même, parce que dans les vidéos, on l'entend dire, moi, c'est dans des termes très crus, donc je ne vais pas les reprendre, mais c'est comme ça que j'ai des relations sexuelles avec elle, maintenant uniquement sous cette forme-là. Donc lui-même, pour son propre plaisir à lui, parfois droguait sa femme et pour avoir pour coucher avec elle. Mais effectivement, elle avait identifié une sorte de mal-être, mais personne n'a pu imaginer que c'était ça qu'elle avait. La question de Philippe Guibert est naïve et elle est toujours... dans ce type d'affaires, on se dit, mais comment est-ce possible que, par exemple, dans l'affaire qui avait été adaptée par Emmanuel Carrère, l'adversaire, Jean-Claude Roman. Voilà, Jean-Claude Roman. À chaque fois que je lisais l'adversaire, chaque fin de page, je me disais, mais comment sa femme n'a-t-elle pas pu remarquer qu'il ne travaillait pas, etc. Et on est toujours là, eh ben si. Et bien justement si. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question... Bon, c'est comme ça. Voilà, on est pris parfois dans C'était un très bon mari, c'était un bon père. D'ailleurs, la famille a totalement explosé et les enfants sont évidemment du côté de la mère. Donc ça a été un cataclysme. Ça interroge sur... Ça renvoie à la littérature, ça renvoie à Sinon, ça renvoie... ça renvoie à la part d'ombre et la part... Voilà, ça renvoie à la... Je dirais au tréfonds de l'âme, tout ça. Bon, écoutons une dernière intervention de Anissa Duquesne, qui représente une association féministe. Que lumière soit faite sur la manière dont ça a pu être commis, de la manière dont au moins 83 hommes ont pu violer durant une dizaine d'années la même femme en toute impunité, s'organiser sur Internet en toute impunité, alors qu'il y avait quand même des alertes sur l'état de la santé de la victime, la soumission chimique. Ensuite, effectivement, il y a une dimension, si vous voulez, peut-être symbolique sur le fait qu'enfin on parle de ce que c'est que le viol et qu'on se rende compte que les mis en cause, donc les 50 hommes qu'on a retrouvés, parce qu'encore une fois, il y en a 30 qui sont en liberté, qu'on n'a pas été capable d'identifier, qui sont en fait des monsieur tout le monde de tous âges, qui ont entre 20 et 70 ans, qui exercent toute profession, qui sont des bons pères de famille, qui sont insérés en société, qu'on se rende compte que c'est ça le viol. C'est pas un fou, un monstre, un marginal, un dégénéré. Non, ce sont des monsieur tout le monde. Charlotte Dornelas, c'est pas un hasard si je me tourne vers vous. Le mal
Oui. Le mal. C'est un mystère pour moi aussi. Hein. Mais mais on a vu un débat ici. Ça nous interpelle, Charlotte. Non, mais oui, c'est stupéfiant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ça contrevient à l'idée que seule la société courant les êtres, quand même. Il y en a qui répondent à l'appel du mal de manière absolument stupéfiante et de manière même incompréhensible pour le commun des mortels, quoi. À savoir nous. Ouais. Je comprends même pas. Et bon, alors, évidemment, c'est le jeu, entre guillemets, de la justice et l'avocat. Enfin... on pensait que c'était un couple échangiste. Moi, je veux bien 2 minutes, mais on pensait qu'elle dormait. Ouais. Enfin, il y a des limites, en fait, à se foutre de la gueule du monde quand même, quoi. Je veux dire. Donc, et quand bien même elle faisait semblant de dormir, on vient le soir, il y a tout un rituel. Enfin, je veux dire, tout est glauque de bout en bout. Donc, oui, c'est. Ça renvoie. C'est pour ça que ça. Là, je veux pas faire d'analogie, mais ça renvoie à ceux qui, pendant la guerre, allemands entraient dans un camp le soir, et puis sortaient du camp, et puis continuaient de vivre. C'est ça que ça renvoie à ce que sont les... Ouais, enfin là, voilà, ce que ça renvoie à ce que sont les hommes, les femmes, à la nature humaine. Là, c'est entre guillemets, c'est encore pire. Moi, franchement, on va arrêter cette comparaison-là, mais il n'y a même pas la contrainte ou la peur de mourir. Hein. Là, ils sont absolument libres d'aller de leur plein gré sur ce site, déjà. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Simenon. Simenon, et son désir, c'est de connaître l'homme, etc. C'est quand même le fait que, et là, on était d'accord tous les deux avec Charlotte, et vous n'étiez pas d'accord, mais le malin murmure à l'oreille de tout le monde. Bien sûr. Tout le monde. Et certains y répondent. Si, tout le monde, parce qu'on vient de le voir, c'est monsieur. Tout le monde. Mais oui, mais tout le monde ne franchit pas le... Tout le monde n'y répond pas. Tout le monde ne franchit pas, mais il murmure à l'oreille de tout le monde. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais peut-être, mais là, ce que ça nous rappelle également, c'est que le viol... Ce que ça nous rappelle, c'est que le viol est d'abord un crime de proximité. C'est ça ce que ça nous rappelle. Voilà. Or, pardonnez-moi, mais... On ne pense pas toujours que le viol est d'abord un crime de proximité. Que vous luttiez à titre personnel contre des démons, peut-être, je n'en sais rien, mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde est capable de faire des horreurs. Non, tout le monde n'est pas nécessairement capable. Tout le monde, mais qu'à tout le monde, le diable murmure à l'oreille. Bien sûr, je pense. En fait, beaucoup de gens sont capables de ne pas y répondre. C'est ça la vérité. C'est ça. Et certains se rendent incapables aussi, soit ont été rendus incapables par un déficit d'éducation monstrueux, soit se rendent incapables en nourrissant ces pratiques abominables. Juste que je trouve, ce que disait la dernière jeune femme qu'on a entendue, qui rappelait quand même que ce sont des viols, alors que je pense que ces hommes, effectivement, expliquent mais ça renvoie à l'idée qu'aucun de ces hommes ne s'est interrogé, et c'est une question dont on a beaucoup parlé, sur le consentement de cette femme. C'est-à-dire que quand elle était donc totalement inconsciente, et je pense qu'effectivement, on a des états proches du coma, et donc personne ne se demandait effectivement si elle pouvait avoir envie. Parce que c'est la vieille idée, en fait, malheureusement, c'est sa femme. Combien de fois on entend ça ? C'est sa femme. C'était pas la leur. C'est ça. Thomas Hill, s'il vous plaît, un peu de discipline.